Il est 7 heures, vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto, intexto.ca qui est chez vous. Nous sommes en direct sur Facebook. Nous sommes en direct également sur notre site internet intexto.ca et en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Sur le plan local, on vous parlera de déportation de ce moratoire qui est de retour, mais qui ne dit pas son nom ici au Canada. On croyait que cette suspension des déportations allait durer du 18 au 25 novembre. Eh bien, il y en a qui ont reçu des appels encore cette semaine de l'Agence des services frontaliers pour leur demander de ne pas se présenter à l'aéroport. Alors, quelles sont les conséquences sur la vie de ces gens-là qui doivent tout mettre sur pause et qui sont en attente? Comment est-ce qu'ils vivent ce stress-là? Mais Intexto a rencontré un couple qui veut garder l'anonymat, bien sûr, mais qui devait quitter le Canada hier 28 novembre. Et on va vous parler de ça. D'ailleurs, il y a un article sur le site de Intexto à ce sujet qui s'appelle Haïti-Canada, des centaines de vies sur pause. Allez lire ça et vous allez pouvoir entendre le témoignage de ces gens-là aussi, la réaction sur le plan politique. Officiellement, qu'est-ce que l'Agence des services frontaliers dit? Est-ce qu'il y a un moratoire ou non? Et la communauté haïtienne qui organise une manifestation dimanche prochain, le 2 décembre, devant le bureau de députés du Premier ministre canadien Justin Trudeau pour l'appeler à instaurer un moratoire sur Haïti, comme c'est le cas pour plusieurs autres régions du monde. On va vous parler de ça. On aura François-Jean Denis qui va compléter le tout avec d'autres informations sur l'immigration. Et en Haïti, on parlera des funérailles des douaniers, des 4 douaniers qui ont été tués à Malpasse la semaine dernière, enfin le week-end dernier. Et ses collègues accusent justement des parlementaires d'être impliqués dans la contrebande également. On parlera de sécurité, on parlera de beaucoup d'autres sujets, sauf que ce matin, on n'a rien sur Petro-Caribé. Comme tous les matins, on en avait, mais bon, on va essayer de vous trouver quelque chose quand même. Voilà, bougez pas. Je m'appelle Jean-Louis Makoudou, je suis là pour passer 1 heure avec vous, 1 heure d'information. Avec Digicel. Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables jusqu'à 30 jours et vous offrent plusieurs façons de rester en contact avec votre famille en Haïti, par Internet et surtout par des appels et WhatsApp illimités. Restez connectés avec ce que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Pour dynamiser son image, rencontrer ses clients, les remercier de leur fidélité, leur offrir des cadeaux, manger, vider le verre de l'amitié, trinquer avec eux, fraterniser, discuter d'enjeux importants, Vision Max Service organise sa traditionnelle journée porte ouverte en ses bureaux 6 au 5365 Jean Talon Est, le samedi 15 décembre 2018 de 10h AM à 6h PM. Au menu, 3 conférences sur les thèmes tout savoir sur l'immigration avec François-Jean Denis, tout savoir sur les choix de carrière avec l'orthopédagogue et spécialiste Sarah Savoie, tout savoir sur l'intégration avec le docteur Jean Fils-Aimé, ou même qui est en visite au Canada, ou même qui c'est étudiant, ou même qui fait une demande d'asile, ou même qui a parents, famille dans l'autre pays étranger. Rendez-vous journée porte ouverte, Vision Max Service, son avantage Babac Moustache pour vous. Jour samedi 15 décembre 2018, là prend 10h dans matin pour bout de 6h à souhait. Commanditaire officiel Jimmy Toussaint, conseiller en sécurité financière de chez Industriel Alliance 514 992 31 75. Philippe Gentil, agent immobilier pour vos achats et ventes de maisons, téléphone 514 963 64 23. Maître Edwin Jean-Charles, notaire, pour vos testaments, médiation dans les conflits familiaux, achat et vente de maisons, 514 755 77 03. Madame Francelaine Cadet, de prêt auto la caille facile, pour vos besoins d'auto, de financement, d'établissement, de rétablissement de crédit, 514 353 68 52, poste 144. Et par Unitransfert, pour tous vos transferts d'argent vers Haïti. Vision Max Service, un label de qualité pour des services à la hauteur de vos attentes. 438 876 93 98.
Ce reportage est une présentation de la Idealtel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idealtel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. On a reçu un appel, moi particulièrement. Hier après-midi, il était 15h20, pour être précis. Et puis on nous a dit, écoutez, d'abord l'agent qui m'a appelé m'a demandé mon nom, le nom de ma femme, le nom de ma fille. Et puis elle a confirmé avec moi que normalement demain, on aurait dû être à l'aéroport vers Haïti. Et finalement, elle a dit, écoute, on a envoyé le renvoi. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a une date? Elle m'a dit qu'on va nous recontacter. Voilà. On va l'appeler Jacques, on s'entend? OK. Lui et sa femme, ainsi que leur fille de 2 ans, devaient quitter le Canada hier, le 28 novembre. Donc le 27 novembre, comme il l'a dit, à 15h20, il a reçu un appel alors qu'il était en train de faire ses adieux à ses collègues de travail. Et dernière journée de travail parce que le couple voulait travailler jusqu'au dernier jour pour pouvoir récupérer un peu de sous pour quitter le Canada vers Haïti. Et c'est à ce moment-là qu'un agent de l'Agence des services frontaliers l'appelle pour vérifier son identité, l'identité de sa femme et de sa fille. Et après quoi, on lui annonce qu'il ne devait pas se présenter hier matin à l'aéroport parce que son processus de renvoi a été reporté. Vous vous souvenez, voilà plus d'une semaine, il y avait une mesure administrative en ce sens-là, mais qui devait durer du 18 novembre au 25 novembre, justement la journée de la grosse manifestation violente qui avait occasionné au moins une dizaine de morts, des dizaines de blessés en Haïti. Et les médias avaient annoncé que justement, il n'y avait pas d'autres mesures par la suite, avaient annoncé que le Canada allait reprendre les déportations vers Haïti au-delà du 25 novembre. Et justement, non, il y a une prolongation de cette mesure, sans nécessairement le dire. Beaucoup de gens reçoivent des appels cette semaine pour les inviter à mettre sous la glace leur processus de déportation. On a contacté l'Agence des services frontaliers, un porte-parole, Jaden Robertson, nous a répété encore une fois qu'il n'y a pas officiellement un sursis administratif de renvoi, ce qu'on appelle SAR, au niveau de l'agence, en ce qui a trait à Haïti, mais le gouvernement est en consultation avec Affaires mondiales Canada, les affaires étrangères. L'agence dit monitorer la situation en Haïti et reporte les renvois et se réserve le droit de les reprendre en temps opportun, en temps voulu, au besoin. Donc, il n'y a pas de date limite qui soit fixée jusqu'à présent pour les renvois. Certains pensent que tout ça va recommencer probablement en janvier. On va laisser les gens tranquilles, passer le temps des fêtes et tout ça, et patati patata. Bref, il n'y a pas de renvoi cette semaine. Le Canada se reçoit sur la question, met une pause sur la question. Et il y a une déclaration conjointe hier des ministres des Affaires étrangères, mais aussi du développement international, qui précise que Ottawa est très préoccupé par la situation de violence qui se développe en Haïti et appelle les protagonistes à trouver une solution à la crise actuelle. Mais entre-temps, quelle est la conséquence de tout ça sur la vie de ces gens-là? Ce sont des gens qui, en majorité, ont 2 ans, tout au moins, ici au Canada, qui ont eu le temps d'avoir un emploi, un appartement, voiture, des enfants et tout ça. Ça implique quoi? Dans le cas de ce couple-là, ils ont rencontré le 6 novembre l'Agence des services frontaliers pour justement fixer une date qui était hier, le 28 novembre, avec eux pour leur départ.
Donc, ils ont dû soit démissionner à leur emploi, essayer de voir avec leurs propriétaires, les propriétaires des appartements, pour refiler l'appartement à quelqu'un ou bazarder leurs meubles, biens et des choses comme ça. Il y a plein de dispositions que ces gens-là avaient prises pour justement le départ. Et voilà-t-il pas qu'ils ne peuvent pas partir. Certains ont acheté des billets. Pour d'autres, c'est l'agence de services frontaliers qui consentait les frais de billets d'avion aussi. Mais n'empêche que vraiment, c'est un moment extrêmement difficile à gérer en termes de stress, en termes de quantité de choses à gérer. Ils sont là. Ils devaient partir hier, le 28. OK? Ils ne peuvent plus partir. Il n'y a aucune date qui soit fixée pour le prochain départ. Ils doivent essayer de revenir à leur emploi. Ils doivent essayer d'annuler toutes les transactions, soit de vente de biens et meubles ou de voitures qu'ils avaient. Tout ça, c'est de la paperasse à gérer. Écoutons à la fois Jacques, on l'appelle Jacques, hein, et on va appeler sa femme Amandine, OK? Et qui nous parle un peu de comment est-ce qu'ils vivent tout ça et quelles sont les dispositions qu'ils étaient obligés de prendre assez rapidement pour pouvoir rester au Canada. Pour combien de temps, ils ne le savent pas. Mais actuellement, ils veulent qu'on revienne. Okay. Vous leur avez contacté? Oui, je les ai informés qu'on nous a appelés. Puis là, de mon côté, ils veulent déjà que je revienne au travail parce qu'ils veulent vraiment pas que je quitte. OK. Vous travaillez où? Je travaille pour Dispro Inc. C'est une entreprise familiale qui existe depuis une trentaine d'années à peu près, presque 40 ans maintenant. Ils font dans le domaine de l'isolation thermique et acoustique. OK. Puis, c'est ça. Mais moi, je suis du côté de l'administration. OK, parfait. Vous avez eu une formation en Haïti, il me semble, dans quoi? J'ai une formation en secrétariat de direction en Haïti. Puis ici, là, ça m'a permis de trouver justement cet emploi. OK. Et vous? Bon, quant à moi, j'avais pas encore donné ma démission, mais j'étais sur le point de le faire. En fait, je l'avais fait normalement parce que j'étais au bureau, j'étais en train de dire au revoir à tout le monde parce que on voulait travailler jusqu'au dernier jour parce qu'on a besoin d'argent quand même pour entrer au pays. Et puis, on m'a appelé à 15h30 à 15h20, au moment où j'étais en train de dire au revoir à mes collègues au travail. Et puis, bon, j'ai reçu l'appel. Et après, j'en ai parlé à mon boss. Et puis, il a dit, écoute, essaie d'appeler ton avocat, essaie de voir. On est prêt à vous... écoute, vous voulez venir travailler, vous venez travailler. Donc, j'avais déjà remis mon badge, ma clé, tout et tout. On m'a remis mon badge. Donc, au travail, on m'attend pour revenir. Okay. Et entre-temps, comme préparatif, bon, c'est sûr et certain, on avait déjà planifié à vendre nos biens, ce qu'on avait à la maison. On avait déjà quelqu'un qui voulait venir habiter dans l'appartement. Donc, il y avait une entente entre mon propriétaire et nous et cette personne aussi. Et cette personne avait accepté d'acheter quelques meubles. Donc, c'était quasiment déjà vendu. Et concernant ma voiture que j'ai achetée sur financement, donc j'avais déjà appelé la banque pour venir récupérer la voiture. Donc, on était prêt à partir. Et puis, au dernier moment, on a reçu l'appel pour dire qu'on ne part plus. Voilà. Et là, ils doivent rappeler la banque, ils doivent revoir avec leur propriétaire, et patati patata. Ben, il y en a qui... ils sont chanceux, puisque leur employeur est très, très, très sensible et très sensible par rapport à la situation, et ils ont la possibilité de retourner à leur emploi. Mais d'autres qui ont démissionné, et ce n'est pas tous les employeurs qui vont accepter qu'ils reviennent, qu'ils continuent à travailler pour continuer à rester ici. Dans d'autres cas, étant donné qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont repartir, il faudra, s'ils ont perdu leur emploi, rechercher un emploi ou rechercher un autre appartement dans certains cas, ou racheter des meubles alors qu'ils avaient vendu leurs biens, leurs meubles pour quitter le Canada définitivement. Alors, c'est tout ça comme stress que vit ce couple-là avec une fillette de 2 ans à peu près. Et la situation occasionne des stress
énorme à la maison, au sein du couple, et un stress qui est ressenti par l'enfant également et qui vit ce stress-là par transitivité probablement. Et ils m'ont avoué, en tout cas ces gens-là, que c'est une situation extrême pour eux. C'est extrêmement difficile, notamment avec des difficultés et qu'ils rencontrent avec leur fille de 2 ans, à la garderie en particulier, puisque ça a des incidences sur l'enfant également. Voici encore une fois Amandine, comme on l'appelle, et Jacques, qui nous parlent, surtout Amandine, qui nous parle de sa fille, des conséquences que tout ce stress-là a sur leur fille. Je sais pas, on se sent mal. Ça fait une boule d'angoisse, on a des palpitations, tu as toutes sortes de réactions face à ça, puis tu peux même pas. Tu es impuissant, c'est comme ils ont le pouvoir sur ta vie, puis ils décident. Parce que c'est vraiment nos vies. C'est nos vies. Ouais. Parce que décider comme ça du jour au lendemain de t'expulser, puis tu t'en vas dans un milieu qui est extrêmement dangereux, que les gens ne peuvent eux-mêmes pas fuir en Haïti. Ils ne peuvent pas tous s'enfuir. Puis eux, ils vivent ça mal exactement, puis nous, on nous renvoie dedans. C'est vraiment une situation extrême. Votre fille a quel âge? Ma fille, elle a 2 ans. Elle va avoir 3 ans bientôt. Elle est née ici ou non? Non, elle n'est pas née ici. Mais sinon, elle aussi, elle subit... imaginez, depuis le début, quand on a reçu la vie, elle aussi, elle subit elle sent notre stress. Elle sent que la situation n'est pas facile. La tension qui règne dans la maison. Puis même à la garderie, on nous a fait des commentaires disant que elle était un peu agressive, qu'elle était vraiment à cran, qu'elle frappait les enfants. Ça a été une épreuve. C'est vraiment dur pour nous. Puis d'entendre en plus qu'après, vous avez tous ces problèmes, puis maintenant d'entendre qu'il y a un petit problème avec votre enfant, parce que ça fait 2 semaines là à peu près qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui ne va pas, qu'elle ne se comporte pas comme d'habitude. Écoutez, les enfants aussi subissent tout le stress que nous, on subit. Voilà. François. Oui, bonjour Jean-Nima, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je voulais... Ça fait longtemps que je voulais raconter... ça fait longtemps que je voulais raconter cette réalité-là, que vivent des dizaines ou même des centaines de gens dont leur vie est mise sur la glace, sous la glace. Donc, ils sont dans l'expectative, dans l'incertitude totale, complètement, avec des conséquences sur leur vie. C'est comme arrêter de vivre, là. Nous, on est en train de réfléchir, et puis on ne sait pas quand qu'on va prendre la décision de repartir votre vie, mais en attendant, bon, restez là. Ça, c'est vraiment jouer avec les nerfs des gens, jouer avec l'avenir des gens. Il y a des enfants là-dedans, une fille de 2 ans. Et ce n'est pas le seul cas, j'imagine. Hein. Et non. c'est extrêmement grave. C'est irresponsable, je trouve, moi. Non, oui, c'est tout à fait. C'est une réalité inacceptable, comme tu as dit. C'est très choquant quand on voit toutes les planifications que les gens doivent faire. Ouais. Et au niveau de l'agence de services frontaliers, ils s'en foutent pas mal. Ouais. Quand ils vous parlent, et puis c'est comme ils ne comprennent rien, et puis ils appellent à n'importe quel moment, dire « Ok, là maintenant tu parles, là tu quittes, là ou bien tu restes. » Et de plus, hier, les ministres des Affaires étrangères et du Développement international du Canada ont publié une note par rapport à la situation en Haïti pour dire que Ottawa était préoccupé par la situation de violence. Donc, c'est la preuve qu'ils sont très conscients. Et puis, sur la base de cette déclaration-là, de cette prise de conscience de la situation difficile en Haïti, pourquoi ils ne disent pas aux gens, écoutez, on vous donne 1 an, on va voir comment est-ce que ça va se passer. Mais mettez les gens sur pause pendant 1 semaine, 2 semaines ou pendant un temps qui n'est pas fixé, et vraiment pas du tout. Ça, Non, on a l'impression qu'il y a 2 versions dans le gouvernement. Il y a un groupe, il y a des ministères qui sont au courant de la réalité, et puis il y a d'autres ministères qui s'en foutent, qui ne tiennent pas compte de la réalité, parce que comment se fait-il que Affaires étrangères et par exemple développement... Affaires mondiales Canada, développement international, oui.
tous savent que la situation est périlleuse. Mais ils le disent, en Haïti. ils l'ont dit hier dans une déclaration officielle qui est sur le site du gouvernement, là. Et pourtant, M. Bill Blair, M. Raph Godel, eux autres là, ça c'est pas leur problème. Ça veut dire qu'ils fassent des autres. Parce que c'est quand même sécurité publique, affaires étrangères. Et puis vous notez, généralement, les trois sont de Toronto. Ouais. Les trois sont de Toronto. Immigration, sécurité publique et puis sécurité frontalière, les trois sont de Toronto. Ouais. Et la majorité des Haïtiens qui vivent ça sont à Montréal, eux autres. Hein. Surtout à Montréal. Alors, c'est ça, des fois. Je ne sais pas si tu as vu l'article de M. Pizemé qui disait qu'effectivement, où sont passés les élus de la communauté. Ouais, comment se fait-il? Sur Facebook, ouais, il a posé la question. Oui. Alors, comment se fait-il que ces gens-là ne fassent absolument rien? Ça veut dire qu'on a des personnes qui sont élues, et dans cette situation-là, rien n'est fait. Alors, c'est pourquoi on dit le 2 décembre, là, normalement, le 2 décembre, on doit dire exactement au gouvernement qu'on n'est pas d'accord avec ça. Ce n'est pas nous qui avons inventé cette réalité-là. La réalité existe en Haïti. Les gens sont dans la possibilité de vivre. Ça veut dire qu'on a presque une guerre civile. Ils le savent. L'ambassade à Port-au-Prince leur dit ça. Ils ont leur contact. Tout le monde dit la même chose. Ouais. Mais il y a une sorte... moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a une sorte de dichotomie entre ce que dit officiellement le gouvernement par rapport à la situation en Haïti et l'absence de décision de ce côté-là, ne serait-ce que de façon temporaire ou avec une limite de temps. Je ne parle pas d'une semaine ou d'un mois, là, 6 mois, 1 an, prendre une décision, même si la décision n'est pas définitive, mais pour repartir la vie de ces gens-là, puisqu'ils ont été mis sur pause, là. Et ce qu'il faut comprendre également, il faut comprendre que dans le Parti libéral au fédéral, ou le Parti libéral du Canada, il y a le clan de Toronto. C'est ce que M. Coder avait dénoncé une fois. Parce que les gens qui sont à Toronto, qui dirigent, ne vont pas tellement avoir besoin des Haïtiens pour être élus. Mm-hmm. Ça veut dire que là, qu'est-ce que Raph Godel, qu'est-ce que Bill Blair, qu'est-ce que M. Ahmed Hussein, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les Haïtiens? Ouais, mais attendez. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, il est de Montréal quand même. Oui, mais pendant ce temps, Justin Trudeau. De Toronto. Hein? Regardez, la seule explication qu'on peut donner à ça, Mm-hmm. c'est tout simplement ces gens-là, ils manquent de compréhension, ils manquent de compassion, ils ne comprennent pas la réalité. Parce que on n'est pas contre les renvois. Les renvois, c'est prévu par la loi. Mais cependant, tout le monde, eux autres, disent aux Canadiens de ne pas aller en Haïti. Oui, en plus. Ça. Et ils renvoient les Haïtiens. Ouais. Mais ça n'a pas de bon sens. Ça veut dire qu'ils disent qu'on ne doit pas aller en Haïti parce que la situation est préoccupante, est dramatique. Mais comment voulez-vous renvoyer des gens au moment? Et puis ensuite, quelle est cette façon de faire, de mettre la vie des gens sous pause pendant une semaine, pendant 2 semaines? Pourquoi vous ne prenez pas une décision? Pourquoi vous ne dites pas à la personne, OK, pendant 1 mois, il n'y aura pas de ça. Pendant 2 mois, pendant 3 mois, on n'aura pas de renvoi. Au moins, les gens peuvent planifier. Mais quelle est cette façon de faire, de dire oui, OK, jusqu'à nouvel ordre? Jusqu'à nouvel ordre, peut-être demain matin. Ouais. Moi, le porte-parole nous a écrit, en tout cas, c'est sur le site Internet, sa déclaration, là, au besoin. On reprendra les renvois au besoin. Alors, est-ce qu'on aurait traité les Juifs, les Italiens, les autres communautés, est-ce qu'on les aurait traités de cette façon-là? Jamais. Oui, mais jamais. En conclusion, parce qu'il faut conclure avec ça, là, François, mais je pense que il y a un peu de tout ce que tu dis, mais il y a surtout un aspect géopolitique de la chose aussi qu'il faut aborder. Les libéraux veulent envoyer un message aux Haïtiens qui sont aux États-Unis et un peu partout que Ottawa, le Canada,
garde ou a une ligne dure par rapport à cette question d'immigration, ou des gens qui pensent que le Canada, c'est une passoire, ils peuvent arriver ici, entrer ici au Canada, faire une demande d'asile, c'est un laissez-passer. D'ailleurs, à la frontière, il y a des pancartes et des écriteaux placés par le gouvernement qui expliquent aux gens, avant d'entrer, écoutez, c'est pas un laissez-passer, c'est pas le fait que vous demandez de l'asile que vous allez pouvoir rester au Canada. On va accueillir votre demande, mais attention. Mais c'est un peu ça, ce message qu'ils veulent envoyer. Ils veulent aussi parler à des électeurs, et puis la communauté conservateurs. Est utilisée comme cobaye. La communauté est utilisée comme cobaye, c'est ça. Bon, ça veut dire qu'on utilise les gens de la communauté pour faire passer un message à d'autres communautés. C'est ça qu'on fait. Alors, quel est ce traitement-là? Quelle est cette façon-là? Ça veut dire que c'est la communauté qui est utilisée comme cobaye pour envoyer un message aux Latinos. Alors, tout ça, moi, je pense que les gens doivent venir dimanche le 2, et surtout les demandeurs d'asile, pour qui êtes les premiers concernés par cette situation-là, vous venez, parce que de toute façon, nous, on va faire comprendre au gouvernement qu'on n'accepte pas ça. On n'a pas besoin d'une solution au rabais, on a besoin d'une décision. On dit que on met un moratoire sur Haïti, et puis à ce moment-là, on va évaluer peut-être après un an, ou bien on donne la possibilité aux gens également de faire une demande de considération humanitaire. On va clairement dire au gouvernement effectivement notre façon de penser, quand ils disent notre façon, la façon de penser des gens et du comité d'action des personnes sans statut. D'accord. Bon, il fallait prendre ce temps-là pour mettre les points sur les i. Alors là, Jean-Numa, on a appris que les Chinois maintenant, ils peuvent plus facilement présenter une demande de visa parce qu'on a mis plus de bureaux, ok? Il y a actuellement plus de bureaux, plus de CRDV disponibles en Chine. Alors, parce qu'on a constaté que le nombre de voyageurs chinois ne s'est augmenté. Alors là, maintenant, on est disposé à donner effectivement plus de facilité, plus de possibilités à des Chinois. À des Chinois, parce que là, le nombre de touristes a augmenté et les Chinois, quand ils viennent, ils dépensent beaucoup d'argent. Alors là, on a facilité la tâche aux Chinois. Pratiquement dans les principales villes en Chine, il y a des bureaux qui sont installés pour faire des demandes de visa. Le Canada a accueilli en 2018, pendant les 9 premiers mois, 585 000 touristes en provenance de la Chine. 585 000 touristes en provenance de la Chine. Et ça génère des revenus de plus de 20 milliards de dollars. Et vous voyez là, c'est pas de la blague, ça. C'est pas de la blague. Ça veut dire 20 milliards. Parce que les autres là, ils voyagent. C'est pas comme on dit en créole, ils sont partis. Alors il y a une différence entre les gens qui voyagent. Non. Ils viennent ici, ils font des emplettes, ils dépensent, après ils retournent chez eux. Donc ils nous amènent de l'argent et puis on n'a pas ce problème-là à gérer leur immigration, à gérer leur intégration et tout ça. Au contraire, ils nous amènent de l'argent. Ah ben voilà. Non, ça c'est compréhensible. On ne peut pas être contre la vertu. Non, pas du tout. Oui. Là, ils arrivent, ils apportent de l'argent et puis c'est très bien. On n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème avec ça, mais il faut dire que ça rapporte autant d'argent, 587 000 personnes qui arrivent, des revenus de 20 milliards de dollars. Wow. Oui, on en a besoin. OK? Ensuite, pour la pénurie de main-d'œuvre, on dit que Ottawa va embaucher plus d'argent pour traiter les demandes des entreprises. OK? Alors, on dit que pour réduire le temps d'attente dans le traitement des dossiers à Service Canada, le gouvernement fédéral embauche de nouveaux agents, plus d'une trentaine d'ici la fin de l'année. Pourquoi? C'est parce que on a une pénurie de main-d'œuvre qui sévit au pays. Le gouvernement affirme devoir traiter un volume inhabituel de demandes. OK? Alors là, il fallait avoir de nouveaux employés pour pouvoir traiter cette question-là. Et puis, c'est comme ça. Alors, c'est bien. Ça veut dire que c'est une bonne initiative parce que ça va permettre à des entreprises, surtout de la région, de pouvoir embaucher facilement des gens. Bon. Et
ensuite, pour terminer, on a sur la question de la francophonie. On sait que le Premier ministre Justin Trudeau a rencontré les partis fédéraux pour mettre la pression sur Doug Ford par rapport à cet enjeu fondamental qu'est la francophonie en dehors du Québec. Parce que c'est un engagement du gouvernement d'avoir 4% des francophones en dehors du Québec. Alors, il y a eu cette rencontre. Et puis, il y avait beaucoup de pression sur M. Andrew Scheer qui supporte Doug Ford. Mais finalement, on a parlé, mais pratiquement tout le monde a émis des vœux que l'université francophone en Ontario puisse avoir lieu, puisse exister, etc. Ouais. Mais il n'y a pas eu de décision fondamentale par rapport à ça. Mais pourquoi je viens avec ce sujet-là, c'est parce qu'il y a eu un autre article dans le journal de Montréal où des gens, des francophobes en Ontario disent que le bilinguisme coûte trop cher et les francophones demandent trop. Ah bon? Vous imaginez? Le bilinguisme coûte trop cher. Alors, ça veut dire que c'est incroyable. Ils disent qu'ils sont seulement 4%. Où est passée l'ouverture d'esprit des Anglos qu'on nous faisait croire? Ah, mais encore là, les francophones ne sont pas un groupe minoritaire comme disent ces francophones, comme dit M. Duford. Ça veut dire qu'ils ne sont pas un groupe minoritaire, ils sont aussi des peuples fondateurs. Ils font partie des peuples fondateurs du Canada. Alors, comment maintenant voulez-vous les exclure, les mettre de côté en disant qu'ils demandent trop? Ils ont droit à tout. Ça, vraiment, c'est une tentative grossière d'assimilation de toute une culture, de toute une population. Ça, oui, tout à fait. Alors, cette tentative est grossière en 2018. Et c'est la présidente de ce groupe-là, Canadien pour l'équité linguistique, Canadian for Language Fairness, et Kim McConnell, c'est cette présidente-là qui dit qu'on doit mettre fin à toute cette situation de parler de francophones là. Il dit qu'on veut la fin du bilinguisme officiel et des services en français en Ontario. Vraiment, en ce moment-là, on devrait avoir une petite compréhension des Québécois qui voulaient l'indépendance par rapport aux Anglo. Peut-être qu'ils avaient raison. Hein? Ça, c'est sûr, là. Ça, c'est sûr. C'est incroyable. Les Anglo ont une grande capacité de cacher leur jeu, alors, dans ce cas-là. Mais oui, c'est parce que les Québécois, souvent, ils ne savent pas comment s'y prendre. Parce que pour avoir l'indépendance... T'es souverainiste, toi? T'es souverainiste? Non, je ne dis pas souverainiste, mais je vous dis que les Québécois... Ah, t'as une sensibilité sur ce plan-là. Enfin. C'est-à-dire, pour l'indépendance, pour l'émancipation d'un peuple, là, moi, je suis toujours favorable. Ça veut dire que, regardez dans quelle situation on traite les francophones. Ouais. Mais si les Québécois se mettaient avec les immigrants, c'est parce que quelque part, ils sont aussi contre les immigrants. Ouais. Parce que les immigrants, généralement, ils viennent des pays qui ont lutté pour avoir leur indépendance. Absolument, oui, comme Haïti. Mais malheureusement, ils trouvent que les immigrants viennent les déranger. Et alors, maintenant, ils sont seuls dans cette lutte-là. Ouais. Mais s'ils avaient bien compris, ils se mettraient du côté des immigrants. Et avec les immigrants, ils pourraient avoir l'indépendance plus facilement. Ouais. On se rappelle la phrase magique de l'ex-premier ministre. M. Parizeau. Parizeau, là. L'argent et le vote ethnique. Alors, là, c'était du trop, là. Alors, aujourd'hui, qu'on a le Bloc québécois qui appuie le mouvement et contre la déportation, ça, c'est une belle pièce. C'est très bien. OK? Alors, voilà. Eh ben, merci beaucoup, François. Tu étais... volubile, là, ce matin. T'en avais à dire. Parce que les sujets nous défendaient, là, parce qu'il fallait mettre les points sur les yeux. Ça vient te chercher, là, ce matin. Mais oui, parce que comment on peut, par exemple, être au Canada, on parle d'ouverture, de compréhension. Pendant ce temps, on envoie des gens dans des situations. Et puis, quand on a écouté le reportage que vous avez réalisé avec ce couple-là, comment des gens sont obligés, un jour on dit quelque chose de propriétaire, un jour on change, un jour on dit quelque chose. Et c'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. J'ose même pas imaginer ça.
Et ils ne sont pas les seuls à être dans cette situation. Des dizaines, des centaines de gens sont dans cette situation. Et puis, cette espèce de double discours du gouvernement fédéral, ça dérange. D'un côté, ils sont préoccupés par la situation de violence et ils invitent les Canadiens à ne pas mettre les pieds en Haïti, mais en même temps, ils refusent d'arrêter d'envoyer des gens, même s'ils sont en situation d'illégalité, mais un peu d'humanisme quand même. Et puis vous les avez entendus, c'est des gens avec des formations solides, de bonne qualité, là. Ben oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Inadmissible. Salut François, à demain. Salut, à demain. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Oh, l'amitié, ça passe, avant me barrer, sort gain au pressé comme ça. Mon cher la banque, moi saute là. Moi t'ai pas changé encore pour me faire entendre pour maman. Toi pas bon pour moi. Bon, me garder ça ma jeune dans bureau d'échange. Après, tu iras où pour le transfert? À la Unitransfert, mon cher. Pourquoi tu te casses la tête comme ça? Courir monter, courir descendre, bouler gaz, économie, bout de chandelle, perdit temps. Va à Unitransfert et fais d'une pierre deux coups. Tu y trouveras le meilleur taux tous les jours. Ne l'oubliez pas. Unitransfert vous propose le meilleur taux pour vos transferts. Et puis, pied bœuf pour pied bœuf, Piton prend le caille pratique. Unitransfert, info 514 852 86 48. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 1436. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas.
Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. Oh là là, 7h41 déjà, hein, ça avance, ça va vite ça. Et on n'a pas encore parlé d'Haïti, il nous reste quand même une vingtaine de minutes à vous parler d'Haïti. Juste avant, laissez-moi vous rappeler que à partir de lundi prochain, Nos Nouvelles, ce magazine apporté par Intexto, sera diffusé dès 15h30, le retour donc. Toujours même fréquence, le 102.3 FM, toujours en direct sur Facebook et sur notre site internet intexto.ca, mais aussi en différé sur WhatsApp et YouTube. Et à partir de lundi prochain, ça sera à 15h30, 3h30, donc le retour à la maison pour ce magazine. Alors, ce sont les nouvelles d'Haïti maintenant. Le nord des ballons, c'est bon pour se faire des connes là, c'est de tuer dans la machine là avec le monde. Je constate là où il y a plusieurs impacts balles sur la machine là. Et il y a beaucoup de gens avec l'hôpital médical là juste pour recevoir des soins médicaux. OK, mais maintenant qui est à santé lié. Actuellement, d'abord ça m'apprend ni lance à l'opération côté il va faire une opération pour lui. Combien de balles qu'on ça va recevoir? Comme lance à l'opération pour le moment pas dire combien de balles il prend. Même ça m'apprend légèrement balle dans l'estomac. D'abord ça employé à dire recevoir 6 ou 7 balles. OK, mais nous avons pile sang dans machine là, dans monter au sang. OK, qui est-ce qui était avec là dans la machine? C'est employé. Ça, c'est la voix d'un juge de paix qui faisait le constat de cet attentat contre le directeur général adjoint de CAS, la Caisse d'assistance sociale. Il a été victime d'une attaque hier. Il aurait reçu 4 à 5 balles à peu près. Ça s'est passé à Pétionville. Et cette pluie de violence, cette insécurité généralisée ou politique, peu importe, on ne le sait pas en tout cas, parlons d'insécurité tout court, ça a emporté la vie d'un inspecteur de police hier matin également. Ça s'est passé à Martissan et les bandits ont emporté non seulement sa vie mais aussi son arme de service avec eux. Sans compter d'autres violences enregistrées à travers le pays un peu partout. Et hier, c'était les funérailles des 4 douaniers qui ont été tués, lâchement assassinés à Malpasse le week-end dernier. Et justement, les douaniers, ses collègues, ont dénoncé justement l'implication de beaucoup de parlementaires dans la contrebande. Et ces douaniers-là estiment que ce qui s'est passé, c'est de la faute en majorité des parlementaires aujourd'hui. Ce n'est pas sans raison nous, parlementaires, à prendre position dans la presse contre agents douaniers. C'est parce que les agents douaniers ont fait travail, les brigades de contrebande ont fait travail, ils bloquent et camions, ni députés, ni sénateurs. Ni députés, ni sénateurs, nous bloquons camions. Nous avons dossier, tout nèg ça yo. Député Guerchaud, nous avons dossier Guerchaud, non post-contrôle. Monacabrit, non post-contrôle. De Brest, je dis à population loin comme ça, nous pas bailler les gains. Ce soir nous pas là, tout en là. Ou bien la douane pas exister. Nous pas suspendre des statuts particuliers. Douaniers eux-mêmes, yo besoin. Nous besoin pour cette formation et munitions pour nous défendre tête nous et bien l'État. Frère, allez en paix, allez en paix, allez en paix, allez en paix, allez en paix. Merci en pile. Allez en paix.
ces douaniers qui ne sont pas armés, d'habitude, qui n'ont pas de formation, d'ailleurs c'est ce qu'ils réclament. Ici au Canada, aux États-Unis, un peu partout, les douaniers, c'est comme des agents de l'ordre, là. Ils sont armés, ils sont capables de se défendre. 4 douaniers qui sont morts alors qu'ils s'étaient réfugiés dans un commissariat pour aller chercher de l'aide. Et les policiers, qui étaient une dizaine à peu près, n'ont pas pu venir en aide à ces douaniers, se sont réfugiés en République dominicaine. Les douaniers ont été tués au poste de police, justement. Alors, quel pays, quelle lutte contre la contrebande est-ce qu'on veut mener dans ce pays-là? On ne le sait pas. En tout cas, bref, il y a un expert en matière de sécurité. D'ailleurs, c'est un ancien policier aux États-Unis, à Miami, qui était membre des forces de police à Miami. Il s'appelle Richard Lumark, qui, hier, sur les ondes de Radio Métropole, a, je vous dirais, diplomatiquement critiqué l'attitude, le manque de leadership du chef de la police, Michel-Ange Gédéon. Il estime que les policiers, même si on a 16 000 policiers en Haïti, mais ce sont des policiers avec une volonté de travailler, même s'il manque beaucoup de moyens, et avec beaucoup de courage, et qui ont réussi à justement contenir des foules lors des manifestations du 17 octobre, du 18 novembre ou avant. Et il dit observer, parce qu'il vit en Haïti depuis quelques années, Richard Lumark, et il dit observer vraiment une grande capacité chez ces policiers-là à travailler, à sécuriser des foules et à se donner corps et âme, justement, pour ramener la sécurité. Sauf qu'il manque de moyens et surtout, il manque de leadership de la part de leur chef, à savoir Michel-Ange Gédéon. Écoutons Richard Lumark. Et commissaire Boulé, il faut que l'adresser tout. Comment adresser ce problème ça? Quelles conséquences de commissaire qui Boulé là l'autre jour? Qui répond sur Baye? Oui, il y a un qui Boulé hier là à Beaumont. Qui répond sur Baye? Qui est-ce qui répond ça? La police ou bien l'État? La police. Et on doit être objectif. Il faut nous faire très attention pour ne pas courir condamner un policier parce que le peuple a révolté. On a qu'à Beaumont, négatif, on chauffe taxi. Mais il faut qu'une investigation faite basée sur qui ça. Ou pas contre si chauffeur taxi en terrain, on sous lui. Ou pas si chauffeur taxi en terrain, rentré sous lui. Et le peuple a tout le besoin, ça fait. Le peuple a commencé à gagner confiance entre la police, qu'il y a un travail objectif et juste. Il n'y a pas de les commissaires avant encore, parce qu'il dit la police a réglé ça. Je n'ai rien contre le DG Michel-Ange Gédéon. J'apprécie sa fonction, mais dès que je regarde, le leadership n'est pas là. Tu comprends? Comme si on n'a pas la police autour, on dit ça. On peut se honnête avant, Wendell. Il doit prendre les choses en main. Ok, c'est pour monter mon que la vie, c'est pour prendre devant. Généralement, c'est pour devant, pour tout le monde suivre vous. Ce qui arrive, d'après mes observations, il n'y a aucun respect pour les forces de l'ordre, pour la loi, et ça vient à partir du leadership de la police. Voilà, Richard Lumark, un ancien policier du service de police de Miami, un Haïtien qui vit en Haïti depuis quelques années et qui est devenu un spécialiste en matière de sécurité, qui partageait ses observations par rapport à la sécurité de manière générale en Haïti, la police, comment ça fonctionne, la capacité des policiers. C'était hier sur les ondes de Radio Métropole. Et justement, en parlant de police, l'ancien directeur général de la police nationale, Godson Aurelius, semble avoir été oublié en prison. C'est ce que dénoncent ces deux avocats hier lors d'une conférence de presse qui menacent d'attaquer en justice, et ça de façon personnelle, le juge Jean-René Luméran, le juge de Saint-Marc, qui instruit l'affaire de trafic d'armes illégales dans le port de Saint-Marc, une histoire qui s'est déroulée entre 2015 et 2016, vous vous souvenez. Il y a d'ailleurs M. Paraison, l'ancien DDO de Port-au-Prince, qui fait l'objet d'un mandat d'amener maintenant, parce que le juge l'a invité, il ne se présentait pas. Le juge a entendu beaucoup de gens, mais bon, après avoir entendu Michel-Ange Gédéon, vous vous souvenez, le juge avait décidé de déposer l'ancien directeur général de la police nationale, et ses avocats essayent d'avoir une main levée d'écrou en sa faveur, ce qui n'arrive toujours pas. Et les avocats déplorent le fait que le juge refuse de les rencontrer et tout contact, et refuse de répondre à aucune de leurs demandes, des demandes qui s'amoncellent au bureau du juge. Écoutons ce reportage de
Lovely Stanley Numa sur la question. Nous-mêmes, nous faisons une demande à main levée. Juge n'a pas jamais statué sur l'île. Là, nous, les fermer porte salle, pas jamais faire. Nous faisons recours en habeas corpus, que je vais essayer d'être très clair. Nous faisons recours ça. Nous portons depuis le 12, nous déposons le décanat à Saint-Mac là. Eh bien, décanat fermé porte li sur nous. Nous faisons même 3 ou 4 voyages. Dernier voyage là daté lundi 26 de ce mois. Juge là, nous rendez-vous à 2 heures depuis 10 heures du matin dans le bureau. Eh bien, 1h30 nous sommes dans le bureau. Eh bien, si nous devons le juge aujourd'hui. Interrogé sur l'implication de son client dans ce dossier, maître Jean-Eugène Pierre-Louis a répondu en ces termes. Ni moi-même, ni vous-même, nous ne pouvons pas autoriser nous pour nous dire importation des armes illégales sur le territoire national là, c'est illégal. Il y a un non-sens. Kounia, mais ça m'a rappelé. Là où un forfait commettre, il a eu des juges, il a saisi, il rem, morem, nous sommes dans la terre, c'est réel chose. C'est fait à commettre là, constater d'abord. Après, le juge a pris une enquête pour connaître à qui impute la responsabilité de ces forfaits. Il vient in rem, in personam. Or, dans le cas pas DGA, le juge n'a pas dit formellement, mais ça DGA fait, n'a fait zam qui importe. Il n'a pas impliqué, jusqu'à présent, c'est le juge là, des armes déportées illégales là. Les DGA sont fait autorisation, la police délivrée. Or, la police pas jamais qu'on bail autorisation pour armes de guerre. Faut pas qu'il y ait amalgame entre autorisation et contrebande en scrapé à rapport ZAM. Maître Joseph Claudel Amour, un autre avocat du cabinet Pierre-Louis, dit regretter l'attitude du juge en charge du dossier et promet de poursuivre en justice tous ceux qui entravent l'accès de Godson Aurelius à la justice. Maintenant, l'homme font demande devant comme doyen, moi d'où m'estimer que l'arrestation est illégale, mando pour prononcer ou pas prononcer, laisse ça ou font déni de justice, la loi bam possibilité pour faire de recours contre nous-mêmes et laisse ça engager qualité personnelle. Non seulement n'a cherché pour nous joindre libération des GA, mais n'a poursuivre tout le monde qui viole les droits tout puisque jeudi avec le droit des GA, demain matin avec le droit de l'autre monde tout. Ça, ce sont les propos des deux avocats de Godson Aurelius qui, par ailleurs, présentent ces demandes en fonction de l'état de santé de leurs clients qui seraient hypoglycémiques. Autre information, c'est justement, on va vous parler de 28 novembre. 28 novembre 1980, ça vous parle? Vous qui étiez ou qui êtes encore journaliste en Haïti, vous vous souvenez, hein, sous Jean-Claude Duvalier, des journalistes par dizaines qui ont été obligés de prendre leurs jambes à leur cou pour s'en aller à l'étranger, notamment des journalistes de Radio Haïti, Inter. À l'époque, on parlait de Sonny Bastien, de Liliane Pierre-Paul, de Anthony Pascal, hein, qui avait passé 6 ans en exil, notamment ici à Montréal, hein, Compé Philo. Ça vous parle, ça? Eh bien, hier, c'était le 28 novembre, beaucoup de médias, beaucoup de journalistes en ont parlé, se sont souvenus de ça. Et Radio Vision 2000 a surtout causé à Anthony Pascal, Compé Philo, qui justement analysait la situation d'aujourd'hui versus 28 novembre 1980. Voici la lecture aujourd'hui de Compé Philo. Un pile citoyen perdu la vie, mourir dans prison, un pile citoyen que nous pas connaît qui allait parce que nous avons nous demandé justice, nous avons demandé pour payer à l'autre gens. Il y a un monde le fait que nous avons des radios seulement c'était arrêté comme quoi nous avons bagage parce que radio a un contenu, un bagage intéressant là-dedans qui fait tout le monde, même gens t'as des radios, toute émission que t'as faite dans la radio à l'époque. Il y a des gens qui ont réfléchi, oui, est-ce que tu fait tout bagage ou bien est-ce que nous t'ai fait tout bail pour nous arriver côté de là? C'est vrai qu'il y a des bails qui fait. Nous sommes capables de dire que les créoles là sont pas le fait. Ils font pas société à parler, ils capable même parler trop même côté rivière. Mais après ça, il y a des leurs, regarder tout, on va regarder pays ou dit que c'est pas pays ça que vous connaissez. Pays à son pays, fatra son pays. En pile monde quand vivent, mais il n'y a pas qu'à vivre dans fatra, dans tête chargée. Ça veut dire que ces pays nous liés. Faut que nous que nous fait échec. Nous sommes très solidaires dans le mouvement démocratique là, qui a fait là. Nous comprenons que nous avons privé un côté à ce pays. Mais nous voyons que nous réjouissons là, que c'est ça, Tinebdel Pétab dit, son côté le prendre. Et pour une chita, conférence nationale, les gens nous voulaient. Enfin, on va appeler ça, oui. On va appeler ça comment? Il est 7h54, mesdames, messieurs.
Ça me fait plaisir d'entendre Compé Philo. Je me souviens de la dernière fois que j'étais en Haïti. Il a accepté en privé. Je suis passé à Radio Guinée, où il a une émission qui s'appelle Calfou. Et c'est quelqu'un qui me fascinait depuis longtemps. Et puis, il m'a accordé. Je crois qu'on a discuté pendant 1 heure de tout et de rien, notamment de l'histoire de 1980, des journalistes et tout ça, de ce qu'il est devenu, de sa vision du pays et tout ça. Il me parlait de ça. Il me disait ces choses-là qu'il vient de dire dans l'extrait que vous avez entendu. Mais qui est devenu nos médias, le journalisme en Haïti. Ça vous parle, un Robert Oupon, 5-6 bons gens nouvelles sur les ondes de Radio Lumière dans le temps. Moi, j'étais enfant, que j'écoutais ces gens-là. Compé Philo, Liliane Pierre-Paul et tout ça. Sonny Bastien, qui avait une façon tellement humoristique. Malheureusement, il est décédé. Non seulement une façon humoristique, mais brillante de parler, de vous rapporter des informations. Il fallait le faire comme ça parce que ça ne pouvait pas être clair, concis et précis, mais il fallait un peu d'acquis là-dedans pour vous faire comprendre ça sous Duvalier. Et ça, Sonny Bastien était capable de le faire. On a perdu tout ça, mesdames, messieurs. Maintenant, on est dans le voyer monté comme journalisme en Haïti, malheureusement. C'était là ma petite montée de lait par rapport au 28 novembre. Bonne journée, mesdames, messieurs.